Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Encore une fois, nous sommes ensemble pour continuer l'histoire du doute. Alors, je devais aller, mais je me suis dit, fallait absolument compléter d'abord les points vitaux où je ne suis pas allé pour fermer ce chapitre qui est le doute et passer à autre chose. On ne va pas s'éterniser là-dessus, comme je vous ai dit. Je ne veux pas que ça soit un épisode. Je vois que peut-être dans 100 ans, 50 ans, si ces enregistrements-là sont encore là, ils diront, tiens, il y en a un qui a dit ça et ça, on ne connaît pas ce que c'est ça. Voilà, au moins, j'aurais contribué à ma manière à moi, avec un seul mot, contribuer à mettre un petit caillou hein, pour fermer ce gros canyon qui est très large. Hein, c'est un fossé qui se creuse tous les jours entre les gens. Et c'est à cause de ce mot qui est le doute. Ma première question s'adresse à quelqu'un qui a fait de l'islam et des Maghrébins, l'islam maghrébin, surtout, c'est le seul mot qui revient dans sa bouche, maghrébin, marocain, algérien, noir. Son cheval de bataille. C'est une petite frappe à 3 sous, mais il est arrivé en fait à faire parler de lui. Alors ce qui m'a plu, c'est un ancien qui a été appelé sur la radio juif et à qui on a posé la question. Et donc le présentateur, il le sait très bien, il le connaît très bien. Alors à chaque fois, il lui disait, qu'est-ce que vous pensez de monsieur machin? Il lui dit, arrêtez de me parler de choses que je ne comprends pas. Et en fait, il le comprend très bien. Et à la fin, il a dit, c'est vous qui en avez fait quelque chose. C'est vous qui en avez fait quelque chose. Pourquoi vous évoquez son nom? Pourquoi vous lui donnez ce pouvoir? Il ne faut pas parler de lui, il faut l'enlever. Le problème, c'est que c'est trop tard. Les médias, ils ont bien chopé le truc et ils l'ont mis pour un petit peu semer ce doute. Ma question qui se pose à ce monsieur-là, d'abord, bon, moi, mes origines, en fait, je suis le descendant direct des lions. Bah, j'ai le droit, hein. Je choisis la descendance de mes... Bah oui, il y en a qui apparemment c'est un truc là dans l'eau. Et d'autres, ils ont dit qu'ils viennent d'une comète. D'autres, ils ont dit que... Moi, je directement des lions. Mais c'est mes arrière, c'est les gros, les anciens canidés. On est bien d'accord? Oui, oui. Jusqu'à on est devenu des chiens de race et tout ça. Bon, mais toi, tu descends de quel primate? Bah oui, sûrement, tu descends de quelque part, t'es primate, bien d'accord. Enfin, on l'a étudié à l'école, tu peux pas me démentir quand même. Tu descends de la famille des primates, d'accord. De quel je crois pas que ce soit des gros primates, hein, parce que vu ta taille, ben, voilà, t'es des Ouistiti, je pense, c'est ça? Ouais, je pense que c'est de la famille des Ouistiti. Bon, tu as évolué, hein, c'est ça? D'accord. Bon, la question que je pose, pourquoi tu aimes pas les Nord-Africains? Et est-ce que tu les connais tous? Ou est-ce que tu parles de quelques-uns? Ou est-ce que tu parles de la race elle-même, des racines? C'est ce que je voulais savoir pour ne pas avoir un doute. Bah oui, si tu as raison, pourquoi je douterais de toi? Faut juste me donner des réponses. C'est tout, c'est pas une bagarre, c'est pas un truc, je te pose une question. Alors, bon, je pense que quand tu étais petit, enfin, tu es toujours petit, mais quand tu étais plus jeune, je pense que tu as eu un problème. Est-ce qu'on t'a peut-être fait du mal dans le derrière? Non, 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 c'est pas ça. Donc on t'a volé quoi? On t'a volé l'âne de ton grand-père, c'est quoi? Pourquoi cette race-là, pour toi, elle va faire un remplacement? Un remplacement de quoi? Le remplacement des descendants des primates et que vous devenez des canidés. C'est quoi le... J'arrive pas... Tu vois, regarde, je te donne... Putain, tu te rends compte, je parle de toi? Oh, mon Dieu. Il y a une image qui me colle maintenant à l'esprit. Le jour de l'investiture de Trump,
Je t'ai vu comme ça avec ton truc. Tu faisais peine, mais tu. Oh, Enfin, j'ai pas pleuré. Honnêtement, j'ai pas pleuré. Non, non, non. Je suis en train de te raconter une connerie. J'ai pleuré et tout parce que tu me faisais de la peine. C'est juste pour te faire comprendre ta place, elle est où. Tu comprends? Bon, bref. Tu m'as pas répondu. Je reviens à la question. Pourquoi tu détestes les Nord-Africains? Tous, dirigeants et peuples et ancêtres, c'est ça? D'accord. Mais toi, tu viens de là-bas, on est bien d'accord. T'es né peut-être en France, mais tes parents, ils sont venus de là-bas. C'était des Kabyles juifs, c'est ça? D'accord. Bon, oui, il y a des juifs partout, ils sont nés partout. Il y a des Tunisiens. Cyril Hanouna est un juif tunisien. Eh oui, tu ne toucheras pas à sa Tunisie. Parce qu'il va te manger la main si tu touches à sa Tunisie. Tu peux être pas d'accord avec lui, tu le détestes, machin, mais tu ne touches pas à sa Tunisie. D'accord? Enrico Macias, jusqu'à aujourd'hui, pleure sa race parce qu'il veut retourner dans son pays, qui est l'Algérie. Mais l'Algérie ne veut pas. Ah ouais, parce qu'il a fait des conneries. Mais est-ce que c'est son pays? Oui, oui, il l'aime, son pays. Toi, tu viens de là-bas, tu viens de la Kabylie, de l'Algérie. D'accord. Pourquoi tu aimes pas l'Algérie? Pourquoi tu te considères comme étant le fils de Gaulle? Or, toi, tu viens de l'Algérie. Dis-moi. Tu m'as mis un doute là, hein. C'est un gros doute que tu me mets, tu ne nous as pas donné de réponse. Après, moi j'ai lu des livres, mais donne-moi une seule phrase dans tes livres qui soit bien. Moi je vais te dire un truc que j'ai dit 50 millions de fois, hein. Je suis allé par curiosité pour enlever le doute. Je suis allé lire Mein Kampf, Mon combat. C'est un livre à chier à mort. C'est un livre à ne pas donner même à son propre ennemi, parce que c'est un livre qui prône non seulement la haine, mais il l'installe, il l'arrose, et elle pousse à une vitesse que tu n'as même pas idée. En fait, quand tu lis le livre Mein Kampf, direct, tu descends avec n'importe quoi qui est dans la main, tournevis, un couteau, un truc, un machin, un balai dans la main, tu vas tout détruire parce que tu as lu ce livre. D'accord? Au moins, putain, il a fabriqué un truc, ce livre. Dis-moi, tes livres à toi, qu'est-ce qu'il y a dedans à part de la merde? C'est ça le doute que j'ai. J'ai un doute et sur quoi il est basé? Sur que toi, tu es rien et tu veux qu'on parle de toi. Tu veux que tu deviennes quelqu'un dans cette atmosphère, qu'on te reconnaisse parce que tu n'étais pas reconnu là-bas, tu n'es pas reconnu par ta communauté qui te crache dans la gueule, ta propre communauté, et nous aussi. Donc, je te repose la question, encore une fois, pas d'ordre politique, je m'en fous, je ne suis pas politicien, ni toi d'ailleurs, tu ne le seras jamais. Mais pas d'ordre professionnel, parce que ça n'a rien à voir avec le travail. D'accord? Mais pourquoi tu détestes les Nord-Africains? Il faut que tu donnes une raison valable. Il y a des gens qui ont des couilles qui te disent « Moi, j'aime pas ces gens-là parce que j'aime pas cette race. » Donc, en fait, on va lui répondre « Mais, monsieur, c'est pas une race. Les gens ne sont pas une race. C'est pas des animaux. Non, on ne descend pas du singe, monsieur, ou du canidé. Non, non, non. Tu détestes pas ces gens-là, c'est pas eux que tu détestes pas. C'est leur islam. Eh oui. Mais excuse-moi. Parce que si c'était le visage, franchement, moi, tous les jours, je vais dans le miroir, je dis, putain, mais, oh, qu'est-ce que je suis beau. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, je suis plus beau qu'hier, putain. Il faut que j'arrête un jour, parce que là, tu savais, monsieur, enfin, je m'adresse à la personne à qui j'ai posé la question, pourquoi tu détestes les Nord-Africains? Je t'ai informé, parce que bon, peut-être que toi, tu n'as jamais osé monter dans les transports en commun, que moi je prends d'ailleurs. Je suis interdit de transport en commun. Oui, je sais que ça t'arrivera pas, sûr. Je vais te dire pourquoi. Moi, en fait, quand je monte dans le truc, je fais l'hystérie totale des femmes. Bah oui,
C'est pour ça que, en fait, je fais pas de longs cheveux parce qu'il me tire des cheveux, des vêtements. Prends-moi, prends-moi. Je peux pas être partout, excuse-moi. Je peux pas, je suis trop beau, je le sais, mais c'est parce que je suis nord-africain que je suis beau, c'est tout. C'est la couleur, la beauté, le charme. Enfin, c'est. Alors, on m'a interdit de monter parce que je fais de l'hystérie totale dans les. Voilà, je provoque l'hystérie chez les femmes, donc je suis interdit de. Mais est-ce que toi, en fait, tu as le même problème que moi? Non. Ah ouais. Toi, tu provoques le vomi, le vomissement, oui. Le rejet de ce que l'être humain a dans l'estomac. D'accord. D'accord. Ça relève plutôt un virus, une maladie, c'est ça? D'accord. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te donner ma beauté parce que voilà. Après, voilà, on me dit prends-moi, prends-moi. J'ai même pas de sac, moi. Combien je vais en prendre? Moi, je peux pas, je peux pas. Tu vois? Je t'ai mis exprès dans le ridicule. J'espère qu'il y en a un qui va lui apporter ces informations, qu'il est ridicule pour les siens, pour le monde qui l'entoure. Tu me dis j'ai des enfants, même le chat, le chien font des enfants, les cafards, les punaises de lit, ils pondent, punaise de lit pond toutes les heures 18 œufs. Bah c'est une maman, excuse-moi. Hein. Bah oui, une araignée aussi. Ah oui, la mangue religieuse aussi. Elle pond, c'est une maman. Oui, elle mange le monsieur. Ah bah on est toujours bouffés nous les messieurs. Hein. Mais c'est une maman, donc elle a des enfants. Donc tu n'es pas le seul à faire des enfants. C'est pas le fait de faire des enfants, de devenir quelqu'un qui est correct. Mais revenons au mot doute, pour conclure. Omar, le deuxième calife, a pris une décision très sévère. Une décision que la plupart des gens n'ont pas compris. En pleine ascension, les armées, dans les quatre coins du monde, faisaient ravage et propageaient l'islam partout. À leur tête, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid a eu la nomination du prophète comme étant Sayf Allah al-Masloul. Sayf Allah al-Masloul, l'épée de Dieu à double face tranchante. Et on dit aussi, pour le double tranchant, ça s'appelle une épée Husem. Il y en a d'entre vous qui s'appellent Husem. Sache que c'est une épée à double tranchant. Il n'a jamais perdu une seule bataille, aussi bien quand il n'était pas encore musulman, contre les musulmans, et après quand il est devenu, aucune bataille. Omar Khalid ibn Walid n'a perdu aucune bataille. Aucune. Je dis bien. C'est un gars qui a à peu près 1,95 m de hauteur, qui est assez mince, qui n'a pas une seule place dans son corps où il n'y a pas un coup d'épée ou un coup de flèche qu'il a enlevé et il continue. C'est un tacticien. C'est quelqu'un qui a la topographie en tête des choses. Il est très 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 rusé niveau tactique guerre. Un jour, Omar l'a enlevé. Il lui a dit, tu n'es plus chef. C'est fini. C'est fini. Il a pleuré, il a dit, ah, Omar, comment moi, tu veux que je meure dans mon lit comme meurt un chameau? Moi, je veux mourir en martyr, je veux mourir sur le champ de bataille. Pourquoi tu m'empêches ça? Donc en fait, dans une soirée où il faisait à peu près sombre, on terminait la prière, et il y en a un qui a confondu Omar avec Khalid. Ils avaient la même taille, tous les deux, ils avaient une rousseur quelque part.
Il lui a dit, ah, Omar, il t'a enlevé, hein. Ah, il t'a enlevé, hein. Ah, comme on dit par exemple en français. Ah, le salaud, il prend des décisions comme ça, il vient pas nous demander notre avis. Il avait décidé le lendemain de répondre à cet homme-là, mais en plein jour devant tout le monde. Il s'est mis debout. Il a dit, est-ce que vous savez pourquoi j'ai enlevé Khaled? Et c'est quelque chose que j'admets et que je prends sur ma responsabilité. Khaled était chez les Romains. Il était en train de percer, anéantir le monde entier. Sauf que là-bas en Perse, ils n'avançaient pas. Ils lui ont dit, il faut que tu nous enlèves, que tu nous envoies Khaled. Quand il est venu, ils ont percé. Du coup, l'autre côté du Romain, ils ont pris la revanche et ils ont encore avancé. Et donc il a décidé d'enlever Khaled ibn al-Walid. Il lui a dit, ou tu veux être un soldat simple, ou tu vas aller mourir chez toi, simple, retraite complète. Il a décidé d'être un soldat et il est interdit pour lui de donner son avis, mais comme soldat seulement. Donc bref, où est le doute ici? Quel est le rapport avec le doute de tout à l'heure, ici, dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu nous racontes? Là, les musulmans ont mis dans la tête comme étant une conviction que si Khaled est avec eux, ils gagnent. S'il n'est pas là, ils ne gagneront pas. Donc ils en ont fait leur idole et leur trait. S'il n'y a pas ça, je n'arrive pas à te comprendre. Donc il a compris le problème où il était, puisque c'était un dirigeant. Donc il sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut enlever ce doute. Parce que quand Khaled n'est pas là, il doute de lui, il ne pourra pas combattre. Il faut enlever cette matière qui donne le doute, peu importe qui elle est. Même si c'est ton père, ton frère, le proche du prophète, tu l'enlèves. Tu enlèves cette machine qui provoque le doute, tu l'enlèves. Tu peux arriver sans lui. C'est pas parce que lui, il n'est pas là que tu vas pas faire. Tu arrives et tu fais et tu vas le faire. Je voulais juste terminer sur cette note-là, en fait, pour un petit peu bien ancrer le mot doute. Ne doutez pas de vous. Et comme je vous ai dit, c'était une simple discussion. Je ne suis ni professeur, je ne suis ni philosophe, ni savant. Je veux juste vous partager mes points de vue. Peut-être nous avons des divergences et nous avons des idées qui ne sont pas conformes. Peut-être que je vois des choses que vous ne voyez pas et que peut-être vous voyez des choses que moi je ne vois pas ou j'ai pas eu le temps de prendre le temps de les voir. J'espère prendre le temps de tout voir, ce qui est impossible, mais je fais mon possible pour être à la hauteur de ce que je dis. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas d'argent dans cette histoire, il n'y a pas de business. Ce que je dis, je l'envoie direct, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'arrangement. Tout est clair, net et très précis. S'il y a un mot qui sort, il sortira de toute façon. Quoi qu'il arrive, on est dans un pays libre. On doit s'exprimer et on doit dire ce qu'on a sur le cœur. Et c'est ce que je fais en sorte. Ma façon, peut-être, elle est un petit peu... oui, je suis un peu taquin. J'ai des blagues qui font rire personne. Ça, je le sais très bien. J'aurai jamais une carrière de comique, ça c'est clair. Et c'est pas le but. Hein. Je veux pas être comique. Mais je veux absolument rendre toute histoire qui paraît gravissime, je veux l'anéantir, la rendre comme étant rien. C'est rien. Effectivement, c'est nous qui rendons cette histoire qui prend de l'ampleur et qui devient des montagnes pour semer un doute. C'est très important ce que je vous dis. Le doute, c'est l'épine qu'il y a sous le pied qu'il faut enlever. Quand on enlève ce doute, on peut voir des choses.
On peut faire des choses. On peut, on peut, on peut arriver à avoir une société à peu près saine. À peu près, je dis bien. Je dis à peu près. Parce qu'il y a beaucoup de travail. À taqlim, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Le qalam, en arabe littéraire, al-qalam, il s'appelle le qalam. Avec le, al-qalam, pourquoi on l'appelait comme ça? Qu'est-ce que c'est le fait de faire at-taqlim? Ça veut dire crayonner, c'est même pas un verbe, en fait ça ne se traduit pas. En arabe, at-taqlim, c'est, si je devais le traduire, c'est tailler un crayon. Allez, le plus proche, c'est tailler le crayon. Pourquoi on taille? At-taqlim, c'est la taille. Pourquoi on taille? On enlève tout ce qui ne sert à rien pour arriver à cette mine-là qui va nous permettre d'écrire. Et quand elle disparaît, on va enlever toutes les choses qui se sont accumulées et qui ne servent à rien pour atteindre cette mine-là et pour réécrire. Donc si on a un doute, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ouais, mais c'est pas sûr si je vais le tailler, que la mine, elle est encore là, quoi. Peut-être qu'il n'y a pas de mine à l'intérieur, que je tourne dans le vide. Vous voyez, c'est très subtil comme machin, mais ça a des conséquences lourdes. J'espère que je n'ai pas été lourd. J'espère vous revoir bientôt. Là, je pars. Là, je ne reviendrai pas parce que j'ai des choses à faire jusqu'à ce que je ne sais pas ce que la vie nous réserve, je reviendrai peut-être et que je trouverai le temps de vous parler d'autre chose, Inch'Allah. De mon point de vue, je vous souhaite une très bonne journée encore une fois, comme tout à l'heure, et puis bonne Aïd à tout le monde, et j'espère vous voir d'ici demain aussi. Salam alaikum.